Bonjour les amis, joyeuse nouvelle année 2025. Pour commencer cette année, je vais faire une vidéo positive. Il faut positiver en ce début d'année et oublier cette année 2024 compliquée et quelque peu étrange. Alors, je regardais une chaîne d'histoire sur YouTube faite par un Américain et je suis tombé sur le soldat Johnson, William Henry Johnson. C'est le premier soldat américain à avoir reçu la Croix de fer, la distinction française de la Croix de fer durant la Première Guerre mondiale. Et la particularité, c'est que ce soldat Johnson est un Afro-américain, c'est-à-dire une personne de couleur. Alors, je vais rentrer dans l'introduction de cette vidéo et nous allons parler de ce soldat. Nous aurons ensuite une partie historique, une partie philosophique et politique, car tout est politique dans la vie, et je vais parler plus largement du soldat Johnson et de l'ADN français, de cet ADN noble, de cette France grande qui chérit ses enfants et qui n'hésite pas à décorer un soldat noir alors que les Américains vont attendre Obama pour le faire et reconnaître ce valeureux guerrier. Alors, je rentre dans l'introduction. Alors, ce soldat que vous voyez ici, décoré de la croix de guerre, celle que je vous ai mis en exemple n'est pas la même parce que lui, il a une seule palme, étoile et palme. Bon, peu importe. Ce soldat a fait, a, a- a- a connu la bataille et a chassé une vingtaine de soldats allemands à coups de Bowie knife, de grenades, etc. Et ensuite, il a sauvé son camarade, qu'il a ramené dans la tranchée. Et il a été décoré par l'armée française. Oui, la France, ce pays que certains décrivent comme un pays raciste, colonialiste, etc. Non, la France n'est pas du tout cela, c'est ce qu'on va voir après. La France est un grand pays, un noble pays, sachez-le. Et pour ces débuts d'année, eh bien, ne l'oubliez pas. La France est un grand pays au cœur noble. Donc voilà, ce soldat décoré par l'armée française va recevoir à titre posthume bien longtemps après. Alors il fait partie de ce bataillon d'Afro-Américains qui était extrêmement mal considéré par la hiérarchie américaine, hein, par les Blancs, les WASP, mais les Français n'avaient aucun mal à les intégrer et à les faire combattre, au contraire. Et c'était des très bons soldats, des excellents soldats. Et c'est sous la présidence d'Obama que le soldat William Henry Johnson a reçu à titre posthume la Purple Heart, c'est-à-dire la plus haute distinction militaire américaine. C'est un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est pas très grave. Alors, je vais vous citer la citation française, hein, de la décoration française. Se trouvant en sentinelle double de nuit et ayant été assailli par un groupe d'une douzaine d'Allemands, on a mis un hors de combat à coups de fusil et blessé grièvement deux autres à coups de couteau. C'est bien qu'ayant reçu 3 blessures par balle de revolver et par grenade dès le début de l'action, a été au secours de son camarade blessé qui allait être emporté par l'ennemi et a continué la lutte jusqu'à la mise en fuite des Allemands. Voilà la citation pour la croix de guerre française. Voilà pour cette partie un petit peu introductive pour vous dire tout simplement que la France est un pays au cœur noble qui n'hésitait pas dès 1918 à décorer des soldats noirs, asiatiques, sans aucun problème, sans aucune appréhension raciale, ce qui n'était pas du tout le cas de la société américaine à cette époque, jusqu'aux années 50 hein, d'ailleurs, hein, presque 60. Voilà, donc la France est un grand pays
Un pays au cœur noble, qui a un ADN noble et je vais vous expliquer pourquoi. Alors maintenant dans la partie, historique, on va tout de suite comprendre un point particulier de la géographie de la France. Comme vous le voyez ici, heu, tous les chemins mènent en France. La France, c'est l'extrême occident, hein, après il faut traverser, la Manche pour aller au Royaume-Uni et vous voyez que l'Italie est encaissée, par les Alpes, l'Espagne protégée par les Pyrénées, qui sont les frontières naturelles de la France et en réalité les grandes plaines depuis l'Oural, c'est-à-dire toutes ces steppes, de l'Ukraine, de la Russie, vont directement par la Pologne et l'Allemagne, vont directement en France. On peut y aller à pied et effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'histoire de la France est une très belle histoire de mélange d'ADN et qui va créer cet ADN particulier, cette culture particulière qu'est la France, que je vais vous raconter ici, dans la partie historique. Alors la plus grande, enfin la trace la plus ancienne de civilisation en France, ce sont les Néandertaliens, qui ne sont pas du tout ces êtres, hirsutes, sauvages et demeurés qu'on a pensé pendant très longtemps. Et d'ailleurs, nous avons tous entre 4 et 8 de sang, de gènes, néandertaliens. Et ça, c'est la grotte, de Bruniquel en France, où vous voyez ces structures de stalagmites, ont été portées, mises en cercle, c'est sans doute quelque chose de rituel qu'a fait Néandertal il y a 170 000 ans. C'est donc très, très, très ancien. Bien sûr, ensuite, nous avons Cro-Magnon qui a vécu en France, notamment dans le sud de la France et voilà la fameuse, grotte de Chauvet. Donc ça, on va parler de 35 000 ans. Regardez ces dessins faits par nos ancêtres, par Cro-Magnon, c'est superbe. Voilà, c'est ça la France. La France n'est pas née avec Jésus, elle a existé bien bien avant. La grotte de, Chauvet, et ça c'est le panneau des lions, magnifique, superbe, mais la France, c'est aussi le Doggerland, c'est-à-dire toute cette période mégalithe, cette ère mégalithe, et voilà, ça c'est les alignements de, Kermario en Bretagne, hein, où des choses incroyables. On ne sait toujours pas pourquoi ça a été fait. Bien évidemment, il y a un culte solaire ou aux étoiles, c'est un almanach, c'est lié aux constellations, à l'espace. C'est un calendrier. Voilà, ça c'est l'ère du Doggerland. Allez lire mon livre sur le sujet en descriptif, il est téléchargeable gratuitement. Ensuite, bien sûr, nous avons les Celtes, les Gaulois, qui étaient un peuple extrêmement raffiné. On a tendance à les décrire tels que Brutus ici, qui a dévasté Rome, mais ils avaient, si César est venu en France, en Gaule, c'était avant tout pour s'accaparer les richesses. Les Gaulois ont inventé énormément de choses, du tonneau à la braguette, au pantalon, et j'en passe, au matériel pour cultiver, pour faucher le blé et ainsi de suite. C'était une grande civilisation, les Celtes, énorme civilisation. Ensuite, nous avons bien sûr les Francs qui sont arrivés ici, les Mérovingiens avec le disque de Limon, une autre grande culture. Vous voyez, tout va en France, tous les chemins mènent non pas à Rome, mais en France. Ensuite, vous avez bien évidemment le grand Charlemagne, qui a été l'empereur, le dernier grand empereur d'Europe, qui était, comme vous le voyez sur, son buste, vous avez la fleur de lys et l'aigle bicéphale allemand, d'accord? C'est le couple franco-allemand, Charlemagne. C'est ça aussi la France, cette merveille, française. Ensuite, vous avez l'ère des Vikings, qui ne sont pas du tout des demeurés, sauvages et cetera. C'était des migrations de populations entières venant s'installer en France, car tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais en France. Et ça, c'est la fameuse, la tapisserie de Bayeux, car c'est encore les Français, les Normands, qui ont créé l'Angleterre moderne. Tous les princes angles du Royaume-Uni jusqu'en Écosse sont d'origine française. Les Sinclair, par exemple, très connus, c'est français, ça vient de Normandie. Donc ça, c'est la civilisation française encore, incroyable. Donc soyez fiers de la France. Vous avez un ADN unique au monde. Ensuite, nous avons bien sûr l'ère des cathédrales. Ici, Chartres, une des plus belles cathédrales de France, mais Notre-Dame vient d'être restaurée, magnifique. La France
fille de l'Église, elle a construit le plus grand nombre de cathédrales au monde, des architectures superbes, un savoir-faire unique, de ses maçons, de ses corps de métier, bien évidemment. Ensuite, nous avons la Révolution française qui a transformé le monde. Alors certains, vont dire: «Ah oui, les méchants révolutionnaires français, les massacreurs des Vendéens». Oui, c'est exact, mais il fallait protéger cette jeune république. Nous vivons toujours dans une république et c'est sans doute un des meilleurs systèmes au monde. Bien évidemment, la république actuelle est corrompue par, des hommes politiciens politicards tels que De Gaulle les a décrits ou Maurras. Mais voilà, la République française, de toute façon, la révolution aurait eu lieu tôt ou tard. Il y a des cycles dans la vie et il fallait changer de régime. La Révolution française a marqué le monde. Vous avez ensuite, bien évidemment, après, le grand Napoléon, qui lui-même est pareil. Il est arrivé en France de Corse. Il parlait pas couramment français, ou alors avec un fort accent. C'était un Français de cœur et pas de sang, comme moi. C'est-à-dire, tous les chemins mènent en France. Napoléon, l'empereur, bien évidemment, a marqué le monde, mais pas que par ses conquêtes militaires, par ses décrets, par ses lois, sa justice, le maître, les poids et mesures. Et ensuite, nous avons l'ère des colonies, bien évidemment. La France a été un pays colonisateur, c'est exact, mais elle a apporté également beaucoup de choses dans ses bagages. Si l'Afrique noire s'est développée, c'est grâce à la médecine française, entre autres. Alors bien évidemment, on peut critiquer les colonies, j'en suis d'accord. Je ne suis pas un colonialiste, mais voilà ce que qu'était l'Empire français. Et l'Empire français s'est mélangé à la France et a apporté ses coutumes, ses connaissances, a transformé la langue française. Nous avons le plat préféré des Français, c'est le couscous, et pas loin, je pense qu'il y a la cuisine vietnamienne avec les nems, par exemple. Vous voyez, c'est la richesse de la France, la colonisation que la France a menée à je ne suis pas ici pour le juger, mais il nous a enrichi finalement, a enrichi la France et l'enrichit encore aujourd'hui. C'est également la francophonie, la langue française, cette magnifique langue. Heu, c'est encore ça la richesse et la beauté de la France et bien sûr, De Gaulle, 1940, l'appel du 18 juin 1940, De Gaulle, le résistant. La France est un pays qui résiste, c'est la troisième voie, nous en parlerons dans la partie politique. Donc voilà pour la partie, historique. Maintenant, nous allons rentrer dans la partie philosophique et nous allons voir ce que la France a apporté au monde au niveau philosophique. Alors, on va rentrer tout de suite dans, la première partie. Alors là, je vais prendre quelques notes parce que je ne connais pas tous ces personnages, par cœur. Vous avez ici, donc période du Moyen Âge, bien sûr, hem alors attendez un petit instant, voilà, ici période du Moyen Âge, vous avez Pierre Abélard, philosophe et théologien. Abélard a développé les méthodes dialectiques consistant à examiner les arguments pour ou contre une proposition, sic et non. Et un exemple de ces méthodes, ça c'est l'intelligence à la française et ça va déboucher sur quelque chose de fantastique un peu plus tard, qui est la scolastique, c'est-à-dire les universités. Thomas d'Aquin ici, l'un des plus grands, représentants de la scolastique, Thomas d'Aquin a harmonisé la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire des Grecs, et là on est au XIIIe siècle. La philosophie d'Aristote avec la théologie chrétienne, c'était une recherche de pure logique. La pensée française est logique, elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est dans la logique et l'analyse. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est français, ça a changé le monde. Heu, Ensuite, vous avez Albert le Grand, pareil, toujours, maître de Thomas d'Aquin. Albert le Grand a contribué à l'intégration de la philosophie aristotélicienne dans la pensée chrétienne. Donc ça, c'est une grande avancée. Ensuite, on a Jean Duns Scott, philosophe et théologien, il a apporté des contributions significatives à la métaphysique, à l'épistémologie. Son approche a marqué un tournant dans les philosophies médiévales. D'accord? C'est d'une richesse folle. Alors maintenant, on rentre dans la Renaissance. Vous avez Michel ici, Michel de Montaigne, donc Montaigne, connu pour ses essais, bien sûr. Montaigne a exploré des thèmes tels que l'humanisme, le scepticisme, la relativité des normes culturelles, et il est célèbre pour sa devise, que sais-je?
C'est le doute méthodologique, ça aussi, c'est la culture française, la logique française, la philosophie, la pensée à la française, qui est très différente dans d'autres pays, hein, sachez-le. Alors après, nous avons Guillaume Budet, 15e siècle, 16e siècle, humaniste et philosophe. Il a fondé le Collège de France. Mais le Collège de France, c'est merveilleux, ça existe toujours de nos jours. Pour promouvoir les études classiques, son œuvre traite de la monnaie, des systèmes de mesure dans l'Antiquité. Donc vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Ensuite, nous avons qui? Nous avons Jean Bodin. 16e siècle, Jean Bodin, philosophe et juriste. Il est célèbre pour sa théorie de la souveraineté, développée dans les 6 livres de la République. Il a influencé des penseurs ultérieurs tels que Hobbes et Rousseau, bien sûr. C'est français, ça vient de France. Hobbes n'aurait pas été Hobbes sans ce monsieur. Incroyable. Ensuite, bien sûr, le grand Descartes, René Descartes, qui considère comme le père du rationalisme moderne. Alors, on peut un peu moi, je remets en question Descartes, je considère, mais tout de même, je pense donc c'est encore une méthodologie à la française. Ça a bouleversé le monde. Tous les chemins philosophiques mènent en France. Ensuite, bien sûr, Montesquieu, 18e siècle, allez, 18e, philosophe et penseur politique. Montesquieu est surtout connu pour son œuvre de l'esprit des lois. Il a formulé les théories de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est primordial dans la République. C'est un contrôle et une balance des pouvoirs dans les institutions politiques et religieuses de son temps. Il est connu pour son œuvre satirique Candide. Candide, c'est quand même un des plus grands livres à lire au monde. Cultivez votre jardin avec Cunégonde. Ensuite, nous avons qui? Nous avons bien évidemment le grand Voltaire. Voltaire, un philosophe, écrivain d'influence, a défendu la liberté de la pensée, des religions, bien avant entre guillemets, les Hollandais, par exemple, la souveraineté populaire dans son œuvre, comme du contrat social, etc., etc. Grand personnage, il a également influencé le monde entier. Et bien sûr, ensuite, nous avons Rousseau. Alors, on peut le décrier, mais en attendant, il a quand même apporté sa pierre à l'édifice. Rousseau a développé des idées sur la liberté individuelle, l'égalité, la souveraineté populaire, etc., etc. Donc, c'est quand même extrêmement important. Ensuite, on rentre dans une autre période, au 19e siècle. Auguste Comte, fondateur du positivisme, ce que j'essaye de faire maintenant, il a proposé que la connaissance humaine passe par 3 étapes: la théologie, la métaphysique et la science. Son œuvre clé, les cours de philosophie positive. Donc ça aussi, c'est très important, bien évidemment. Ensuite, vous avez Bergson, par exemple. Alors, je ne cite pas tout le monde, hein, j'ai fait un choix, bien sûr, hein. Bergson, connu pour ses concepts sur la durée de l'élan vital, a exploré des idées de son temps sur la conscience, etc., la vie, l'évolution créative. Ensuite, on arrive au XXe siècle. Alors, c'est pareil, là, j'ai dû faire des choix. Alors, Jean-Paul Sartre, c'est pareil. Jean-Paul Sartre, ok, alors, on peut le décrier, mais ça reste un grand penseur. Chef de l'existentialisme, Sartre a souligné la liberté individuelle une fois de plus, la responsabilité personnelle, l'être et le néant, la nausée. C'est quand même, ça a également marqué le monde entier. On le verra plus tard avec la déconstruction, mais Simone de Beauvoir, cette grande philosophe et très belle femme, existentialisme et féminisme. Beauvoir a exploré les questions de genre et de liberté, le 2e siècle. Alors, ici, je fais une parenthèse. En fait, ça a été tous ces penseurs ont été mal interprétés par la suite, avec Derrida, notamment par l'école américaine, hein, qui n'ont pas compris grand-chose. Et là, pour Derrida, donc pareil, Derrida, on peut en parler, c'est la déconstruction, une approche critique qui recherche à révéler et à déconstruire les oppositions binaires et les hiérarchies implicites dans les textes philosophiques et littéraires. Derrida a montré comment le concept apparemment stable et objectif sont en réalité
construit par des langages, des structures sociales, et cetera. Bon, après, il y a du biologique, ça, c'est moi qui le rajoute, hein, mais lui, il n'avait pas les dernières sciences à portée de main à cette époque-là. Mais pareil, le marche de la philosophie, et cetera. Ce personnage est un grand penseur qui a bousculé le monde, un peu trop peut-être même, on pourrait dire aujourd'hui. Alors, au XXIe siècle, toujours vivant, nous avons bien sûr Michel Onfray. On peut ne pas l'aimer, mais ça reste quand même un des derniers grands philosophes souverains français. Ensuite, vous avez par exemple, Catherine Malabou, qui est aussi très intéressante, philosophe moderne. Elle a travaillé sur la neuroplasticité, la philosophie de l'esprit, que faire de notre cerveau, explorant, si vous voulez, l'interaction entre la philosophie et les neurosciences, extrêmement intéressant. Et maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur ce que ça a débouché, parce que le déconstructionnisme, hein, si on remet Derrida comme ça, voilà, parce qu'on l'accuse souvent à tort. Bon, alors, le wokisme, ce qui veut dire éveil, être éveillé. C'est bien d'être éveillé. Moi, je suis woke, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est la déconstruction qui est mauvaise. Enfin, le trop déconstructionniste. Le wokisme, donc un mouvement contemporain qui met l'accent sur la justice sociale, la recherche de l'égalité, de la lutte contre les inégalités systématiques et discriminantes, notamment aux États-Unis. Souvenez-vous du soldat dont on en a parlé tout à fait au début et qui a reçu une croix de guerre française. Johnson, il n'a pas été décoré par l'armée américaine, d'accord. Donc le wokisme, c'est normal qu'il ait existé aux États-Unis, mais c'est les théories qui ont été mal interprétées par une certaine une frange extrême à gauche de la population américaine, dans les universités, etc., de Evergreen en particulier, ont mal interprété ce qu'a dit Derrida. Derrida, il viendrait aujourd'hui, il serait pas d'accord avec ce qu'on voit, croyez-moi. Donc voilà un petit peu sur sur la partie philosophique. Maintenant, je rentre dans la partie politique. Alors pareil, la France a influencé le monde politique de tout temps. C'est pareil. Donc allez, on y va. Alors bien évidemment, le premier grand personnage politique, alors je mets politique, un peu scientifique, etc. Les grands personnages, si vous préférez. Bon, Charlemagne, il a fait les premières écoles et réformes d'éducation à la voilà, il a mis en place le début d'un système politique social très important. Ensuite, vous avez Thomas d'Aquin, encore lui. Thomas d'Aquin, le scolastisme, qui a influencé la science, les sciences universitaires du monde. Ça vient de France. C'est pas négligeable. Le grand roi Saint-Louis. Saint-Louis, c'est un grand roi, le roi qui a connu des réformes administratives, judiciaires, pour plus d'égalité, pour des jugements plus honnêtes, la création des commissions, des répartitions, l'instauration de la justice royale. On ne pouvait plus être jugé comme ça sur des émotions. Il fallait établir un cahier, enfin un cahier de justice, etc. Voilà, l'indépendance. On revoit ici à la Renaissance Jean Bobin, philosophe et juriste. Bobin est célèbre pour sa théorie de la souveraineté développée dans les 6 livres. Ça a influencé des pensées antérieures sur des idées de centralisation des pouvoirs et stabilité politique, très important. Une fois de plus, tout ça, c'est français. Bien sûr, Jean-Jacques Rousseau, on parle de lui encore, mais le contrat social a introduit les concepts de souveraineté populaire, de gouvernance, etc., de consentement gouverné. Et Jean-Jacques Rousseau, au niveau politique, c'est extrêmement important. Montesquieu, idem, dans le siècle des Lumières, Montesquieu, c'est un philosophe politique et surtout connu pour son œuvre de l'esprit des lois. Il a formulé les théories de séparation des pouvoirs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un point clé de la République, la séparation des pouvoirs. Tous les pays les plus corrompus au monde n'ont pas de séparation des pouvoirs. Tout le pouvoir est entre les mêmes mains. Quand le pouvoir est dans une seule main, ça s'appelle la mafia, ça s'appelle la corruption, hein. Donc très important, Montesquieu. On va reparler un petit peu de Voltaire, bien évidemment. Voltaire, il a défendu les libertés de la pensée, de religion. Il a critiqué les institutions politiques et religieuses de son temps. C'était un critique. Ses idées ont influencé les réformes politiques et révolutions, notamment la Révolution française. Mais pas que, américaine aussi. Alors ensuite, nous avons, bien sûr, la Révolution française.
Je mets Napoléon, mais voilà, la Révolution française, c'est une période de bouleversements politiques, sociaux qui a mis fin à l'Ancien Régime et a proclamé la souveraineté nationale. Il n'y avait pas de nation réellement avant, hein, Louis XVI, sa femme était autrichienne, il était influencé par des agents autrichiens. Quand on veut être souverain dans une nation, bah, il faut la République et la Révolution, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite on a eu Napoléon, bien sûr. Napoléon Bonaparte, c'est l'homme politique parfait. Il a pris le pouvoir, il est devenu empereur, il a mis en place des réformes. Le code napoléonien qui a influencé les systèmes juridiques, mais jusqu'en Allemagne ou en Pologne, hein. C'est pas du tout négligeable. Ensuite, nous avons Tocqueville, bien sûr. Tocqueville, philosophe politique et sociologue. Tocqueville est célèbre pour son analyse de la démocratie américaine. Dans le livre de la démocratie en Amérique, il explore les effets de l'égalité de la démocratie sur les sociétés et politiques. C'est un personnage clé, il faut le lire de Tocqueville, c'est très important. Ensuite, on a Auguste Comte, une fois de plus, fondateur du positivisme, pardon. Il a influencé la pensée sociale et politique de ses idées, etc. Et après, nous avons Jules Ferry, les écoles. Jules Ferry, c'est le 19e siècle, homme politique qui a connu sur les lois sur l'éducation et l'instruction qui ont rendu l'école gratuite. C'est pas rien tout de même. Et laïque, c'est important aussi. Après, on peut aller dans une école religieuse de son choix, pas de problème. Napoléon III, le mal aimé, mais Napoléon III, il est à la base de nombreuses réformes, homme politique d'État, empereur du Second Empire. Il a instauré plusieurs réformes économiques et sociales, notamment la promotion, l'industrialisation, la construction de chemins de fer, la réorganisation de l'administration publique. Il a amélioré la vie et la qualité de vie des ouvriers, la construction de logements sociaux avec de l'hygiène, établissement de conseils d'arbitrage pour les conflits employeurs, les prud'hommes, etc. Ouais, c'est un homme de droite, on peut le dire, mais avec un cœur à gauche, très important. Napoléon III. Bon, bien sûr, ensuite on retourne sur Jean-Paul Sartre. Ses contributions philosophiques, Sartre a été aussi un activiste politique, alors engagé à gauche, mais contre la colonisation, prenons un marxisme raisonné. Il faut prendre les idées aussi de gauche, elles sont importantes et ont influencé le monde. Simone de Beauvoir, bien sûr, elle aussi, c'est pareil, le deuxième sexe et ainsi de suite. Derrida, on en a déjà parlé, mais une fois de plus, Derrida, comment dire, philosophe connu pour la déconstruction des idées un peu archaïques. Il faut des révolutions. Et on vit dans des cycles. Donc il faut par moments remettre en question l'ancien ordre pour en créer un nouveau, si possible, meilleur. Ça n'arrive pas toujours, hein, j'en suis conscient. Bon, appliquer ces approches politiques, critiquant les structures des concepts fondamentaux de la pensée, etc. Mais le problème de Derrida, c'est qu'il a été mal compris aux États-Unis. Une fois de plus, je le redis ici, c'est important de le comprendre. Alors ensuite, bien évidemment, Charles de Gaulle. Mais Charles de Gaulle, au-delà d'être ce grand militaire, ce résistant, ce souverainiste, c'était un homme politique de génie. Qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle? Sous son leadership, des réformes majeures ont été instaurées, notamment le suffrage des femmes, le vote des femmes, c'est De Gaulle. La sécurité sociale, c'est De Gaulle. Les congés payés, c'est De Gaulle. Et il voulait même aller jusqu'à la participation dans les entreprises, mais il est parti avant. Enfin, on l'a coulé avant. Hein, la première révolution de couleur de la CIA, c'est contre De Gaulle. Alors maintenant, de nos jours, au XXIe siècle, on peut parler de Piketty, qui a écrit quand même un livre majeur sur le capital au XXIe siècle. Il critique ces minorités qui contrôlent des masses monétaires énormes. Hein, c'est 8%, c'est 10% de la population qui contrôle tout l'argent. Ça aussi, c'est extrêmement mauvais. Euh, de nouveau, Michel Onfray, grand philosophe français, c'est un des derniers grands philosophes. Bon, il y en a d'autres, hein, me jugez pas là-dessus. C'est bien évidemment quand même le plus connu, mais Onfray, il a quand même critiqué les institutions politiques et religieuses. Il s'est fait dégager de France Culture comme un malpropre parce qu'il a osé dire qu'il y avait des idées positives à droite ou du nom souveraine. Il a remis il avait une carrière tranquille, hein, un peu comme Zemmour. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont une certaine amitié dans ce niveau-là. Bon, alors maintenant, on va reparler un peu du wokisme américain, parce que le wokisme, à la base, comme je dis, c'est pas un mauvais mouvement, c'est plutôt positif, mais il a été mal compris, qui est ce wokisme met l'accent sur la justice. Mais qui ne veut pas de justice? Moi, je veux de la justice, je veux lutter contre les inégalités, les discriminations. D'accord? Tout ça, c'est bien. Donc, ce courant de pensée tel que la destruction de Derrida a été
importé aux États-Unis et ensuite a connu un biais intellectuel et c'est devenu quelque chose de biaisé, de malsain aujourd'hui, qui va à contresens de tout ce que voulait, dire Derrida, bien évidemment. Donc gardez bien ça en tête. Alors maintenant, je rentre dans la conclusion. Alors, vous avez vu l'apport de la France, ce pays, merveilleux. Donc maintenant, je vais vous parler des grands hommes. Bien sûr, nous avons derrière moi le grand Vercingétorix. Alors ça, c'est un tableau imaginaire, hein, mais c'est quand même un souverain, ce grand Gaulois qui a réuni des tribus pour garder une souveraineté en France. Je rappelle que César est venu en France pour s'accaparer des richesses de la France. La France était un pays riche. Voilà. Ensuite, bien sûr, grand personnage, Clovis, le premier roi chrétien de France, un peu le fondateur, on va dire, du royaume français, ce franc-salien, qui a unifié les Francs, qui a étendu son royaume. Donc voilà, bien sûr. On revoit ici Charlemagne, le dernier empereur, fondateur de l'Empire carolingien, qui met en place des systèmes d'éducation, etc., de culture, grand personnage, bien sûr. Je remets ici Saint-Louis. Saint-Louis, c'est un roi extrêmement important qui a fait énormément de réformes administratives, judiciaires, pour plus d'égalité, de justice. Vous avez ensuite, bien évidemment, Jeanne d'Arc, cette grande femme, ce personnage extrêmement important qui s'est battue pour la souveraineté de la France. Une héroïne des guerres de 100 ans contre l'envahisseur anglais. Hein. Jeanne d'Arc, extrêmement important. Ensuite, François Ier, très grand roi de France, avec une intelligence, allant faire des alliances avec les Turcs. La France est un pays ouvert. Toutes les voies, tous les chemins mènent en France. C'est le début de la Renaissance également, ce roi. Mais ensuite, vous avez aussi mon roi préféré, sans doute Henri IV, un roi intelligent, qui était protestant, qui s'est converti au catholicisme pour faire la paix en France. C'est quelqu'un d'extraordinaire, le Henri IV. Il a mis fin aux guerres de religion, il a promulgué l'édit de Nantes, qui était intelligent, qui a été, bon, défait plus tard par ce monsieur Louis XIV, un peu mégalo, hein, qui a commencé d'ailleurs à vider les caisses de l'État français. Mais bon, il a rayonné, Louis XIV. À cette époque-là, la France, c'était le génie du monde. C'était incroyable. Ensuite, autre grand monsieur, Blaise Pascal, mais un philosophe, mathématicien. Il a inventé la première machine à calculer. L'ordinateur, c'est lui. Voltaire, bon, on en a déjà pas mal parlé, mais bon, incroyable, Voltaire, très grand personnage. Ensuite, on a Montesquieu, bah, bien sûr, Montesquieu sur ce beau billet de banque français, hein. Jean-Jacques Rousseau, on en a déjà parlé, grand personnage, intellectuel, qui parlait de sujets profonds. Alors là, il y en a qui vont avoir peur. C'est ça, c'est une reconstitution du visage supposé, hein, c'est toujours difficile, mais du visage supposé d'un mal compris, Robespierre. Robespierre, on peut critiquer beaucoup de choses, parce que c'est lui la terreur, bien sûr, mais c'était quelqu'un d'honnête. Comme Pol Pot d'ailleurs. Hein. Pol Pot ne s'est pas enrichi à aucun moment. C'est des gens honnêtes, mais qui sont arrivés à la conclusion que pour rendre les gens honnêtes, il faut les tuer tous. C'est pas totalement faux, car nous sommes des êtres corruptibles. Et c'est pour ça qu'il faut faire des compromis. Nous sommes faibles, l'être humain est faible. Le rendre parfait, eh bien, ça conduit à la terreur. Voilà. Mais c'était pas quelqu'un de fondamentalement méchant, Robespierre. C'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout de ses convictions et qui est rentré dans un cercle de violence. Et vous savez, la violence, typiquement humaine, lisez mon livre, Espace épais, j'en parle, la violence, elle est humaine. C'est parce que nous sommes justement des êtres faibles. Et vouloir nous rendre parfaits, c'est vouloir nous tuer tous. Voilà, on peut pas. C'est quelque chose de compliqué à comprendre, mais il a été jusqu'au bout de sa pensée. Et vous savez, sur le chemin de la guillotine, une personne l'aurait interpellé en disant pouvons le soutenir, et il s'est arrêté. Il lui aurait dit ne me soutenez pas, ne m'aimez pas, je vous aurais tué. Il avait conscience de ce qu'il a fait, mais
La République française était dans un terrible danger et sans doute, sans la terreur, la France, la République aurait été envahie par ses voisins belliqueux. Bon, Bonaparte, ce petit Corse qui parlait à peine français et qui a fait tant de gloire à la France, a redressé la France, a réuni les Français. C'est lui qui a libéré un petit peu les Juifs en France en leur disant: «Ne regardez plus à Jérusalem, mais regardez à Paris. Paris est votre nouvelle Jérusalem». Il faut faire la même chose avec l'islam aujourd'hui. La France a cette capacité à réunir différents peuples, différentes religions, dans un même esprit et corps, celui de la République française. Bonaparte, bon, bah, Victor Hugo, mais ce grand personnage incroyable. Hugo, c'est que en France qu'on peut le faire, qu'il a pu naître. Hugo en Angleterre, c'est pas possible. En Russie, peut-être en Russie un peu, mais en Allemagne, non. Victor Hugo, il est 100% typiquement français. Grand personnage, très grand poète. Je vous invite à lire sa poésie. Louis Pasteur, c'est pareil. C'est un personnage incroyable. Incroyable. Émile Zola, pareil. C'est incroyable. Ensuite, nous avons, bien sûr, je le remets parce que Napoléon III a apporté beaucoup de choses à la France. Regardez ma vidéo avec le prince Murat, parce que lui en parle de manière tout à fait plus précise, mais c'est un grand personnage. La France du Second Empire n'est pas rien. La France s'est modernisée dans une intelligence politique et économique. Bien sûr, Charles de Gaulle, le dernier grand personnage français. Après lui, il y a eu bon, une lente dérive jusqu'à Macron, qui est vraiment, je pense, le total opposé de ce monsieur, qui, je rappelle, son épouse Yvonne, réglait les factures à l'Élysée quand elles étaient d'ordre privé. Hein, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. De Gaulle, homme politique, soldat, guerrier, écrivain de génie. Ici, c'est une des belles photos lorsqu'il était au Québec, où il a prononcé ce discours magique. Hein, il a fait 2 grands discours de Gaulle vers la fin de sa vie. C'est à Phnom Penh, le discours de Phnom Penh et celui du Québec. Bon, je remets bien sûr ici Jean-Paul Sartre et Simone, parce que ça reste quand même des gens importants, qu'on les aime ou pas, mais ils ont marqué. Alors maintenant, j'ai mis quelques personnages modernes. J'ai mis Charles Gave, parce que c'est quelqu'un qui est pareil. Il ne peut être qu'en France, Charles Gave. Il n'existerait pas en Angleterre, il ne serait pas le même. C'est la culture française, c'est la beauté de la force, c'est l'ADN français. Euh, Emmanuel Todd, également très grands intellectuels, c'est pareil, c'est un Français, il ne pourrait pas être ailleurs. Michel Onfray, que je remets, pareil. Étienne Chouard, idem, Étienne Chouard, les Gilets jaunes, le RIC, la souveraineté, etc. Il ne peut être que français, bien évidemment. Je remets Piketty parce que c'est quand même un livre important à lire. C'est un économiste, philosophe important. Et je termine avec Didier Raoult. Didier Raoult, c'est un personnage typiquement français. Vous ne verrez jamais de Didier Raoult ailleurs. Ça ne peut pas exister. Il représente pour moi la France. C'est-à-dire ce génie intellectuel, mais aussi physique. Il fait du développé couché. C'est un guerrier physiquement, mais un grand intellectuel, un grand chercheur, reconnu dans le monde entier, amoureux de l'Afrique, comme tous les Français aiment l'étranger. Nous ne sommes pas un peuple raciste. Souvenez-vous du soldat Johnson. Henry Johnson, il a été décoré de la Croix de guerre. Il a fallu attendre 70 ans après pour que Obama, lui-même un peu afro-américain, le décore, reconnaisse son talent. Mais nous, on n'a pas attendu 70 ans. On l'a reconnu tout de suite, on l'a pris, on l'a embrassé comme un fils de la France. Eh ben, Raoult, c'est pareil. C'est un des personnages les plus aimés en France. C'est pas pour rien. C'est le génie français. C'est le génie français. Voilà, mes amis, nous avons parcouru le génie français. Donc, soyez-en convaincus, la France a un ADN de noblesse. L'ADN français, c'est la noblesse. La noblesse, et aujourd'hui je le dirais de la République française, honneur et patrie, souveraineté, nous nous sommes battus pour être souverains.
On ne peut pas revenir au système, j'ai beaucoup d'amis royalistes, même moi je m'intéresse, je me suis posé des questions. Non, je pense que la République est le meilleur système, c'est pas le meilleur, il n'y a pas de système meilleur, mais hem, il faut dégager les hommes politiques d'aujourd'hui, peut-être faire la sixième République où tout le monde elle a changé. Cette République avait été faite pour De Gaulle, aujourd'hui il y a plus de Gaulle, il y a plus que des Macron, c'est ça notre problème. Donc il faut faire front commun, hein, il faut faire ce front commun, pour nous libérer de toute emprise externe. La France se doit de redevenir la troisième voie qu'elle fut et qu'elle doit être. C'est là où se trouve sa place. Le monde attend la France, cette troisième voie. Le monde a besoin du génie, de cet ADN français. Le monde a besoin de la noblesse française. À bon entendeur, salut, bonne année 2005. Soyez fiers et honorés d'être français.